Alors bonjour, il Bonjour. y a ma femme à côté qui se cache Oui, quand parce même. que je l'empêche de se montrer. Ah ouais, c'est ça. On va faire un mini point sur le TDAH là parce que il y a Maxime qui est revenu, l'assistant médical, et du coup on voit de nouveau des patients pour la première fois et on a vu une semaine une dizaine de patients, Mhm. deux qui n'étaient que des patientes Ah en ouais? l'occurrence, ouais, D'accord. et qui venaient, c'était toujours la même histoire. Mhm. C'était toujours la même histoire. Problématique de TDAH, bilan neuropsycho qui est soit fait, soit anticipé. Et le patient est persuadé d'avoir un TDAH, Ouais. car il a vu sur TikTok et que Ah. il y a une forme de vérité là-bas. Et donc, les patients, ils arrivent et elles ont déjà, en l'occurrence, investi le diagnostic. Tu vois, c'est presque une formalité à ce stade. Et moi, honnêtement, ça me dérange pas forcément. Je me sens pas insulté. Ouais, les patients, ils en savent mieux que nous, alors qu'ils ont pas eu de formation. Non, il y a des patients, ils en savent mieux que toi. Je veux dire, faut pas, patient atteint de schizophrénie depuis 30 ans. Mhm. Il y en a, ils en savent plus que nous sur ce que c'est, hein. Faut pas se Mhm. leurrer. Bon, bref. Et du coup, il y a déjà ça mis en place. Et le problème, c'est que dans la famille, il y a des antécédents dégueulasses. Ah oui, bah Il y ça. a du suicide, de la dépression du postpartum, de la dépression avant les règles, De l'alcoolisme chez la femme. enfin voilà, il y a tout, tu vois, il y a tout. Et vu comme ça, il y a peut-être un TDAH, mais il n'y a pas que ça. Oui. Et d'accord? Ma critique à moi, c'est que le TDAH, soit on prend les critères purs et durs du DSM-5 et bah, ils sont à chier. Voilà, je pense que c'est assez simple. Soit on essaye d'être un petit peu plus sophistiqué et on commence à se dire oui, c'est des problématiques exécutives, attentionnelles, de régulation, émotionnelle, d'inhibition, cortico, sous-corticale, ce que tu veux. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul trouble dans le DSM-5 où il n'y a pas ces symptômes-là. Oui. Il n'y a pas un trouble dans le DSM-5, il n'y a pas une pathologie en psychiatrie, qu'elle soit conceptualisée avec le DSM-5 ou la CIM-10 ou avec Freud ou avec n'importe qui, dans laquelle il n'y a pas des problématiques similaires à celles qu'on peut voir dans le TDAH quand on commence à se dissocier un peu des critères du DSM. Donc, à mon avis, soit on colle en DSM et on a faux, soit on se met un petit peu en retrait du DSM et on est à risque de balancer du TDAH chez tout le monde. Okay. Ces patients, quand ils arrivent, au début, je leur disais, je pense que vous avez plutôt un trouble de l'humeur, vous allez prendre du lithium, et ça ne marchait pas. Hein. Y a Moi, ça personne. marche. Ouais, mais toi, tu es peut-être un peu plus incisif que moi. Oui. Ouais, ils le font parce que je leur dis que sinon je leur mets pas le traitement. Donc. Voilà, mais on n'a pas regardé le taux d'attrition, tu vois. Ça se trouve, tu as un taux d'attrition qui est supérieur au mien, mais toi, tu t'en branles. Ah oui. Alors que moi, je suis un petit peu insécure. Quand les patients reviennent pas, je me dis que j'ai merdé. Depuis le début, j'en ai que une ou deux qui sont pas revenus. Ouais. Ouais. Bon, ben moi, en tout cas, au début, on se faisait un peu de lithium alors facilement, et bon, ben, ouais, mais quand même, le TDAH, machin. Bon. Et du coup, on finit par leur mettre du méthylphénidate. Parce qu'à mon avis, en France, le traitement du TDAH, c'est le méthylphénidate. À mon avis, en France, c'est ça. Oui, là, tout à fait. Mais du coup, tu leur mets du méthylphénidate avec thymorégulation? Non, du méthylphénidate comme ça, et ça, puis on voit seul. ce qui se passe, Inch'Allah. À mon avis, en France, le TDAH, ça se gère avec du méthylphénidate. Je n'ai pas d'études scientifiques qui permettent de justifier le fait de dire aux gens allez faire de la thérapie non spécifique chez un psychologue qui n'a aucune formation ni théorique ni expérientielle sur le sujet, et sur l'aval en tout cas. Les psychologues qui pourraient être pertinents sur ça, ils sont tous surchargés et ils sont pas remboursés. Parce que les psychologues qui tournent bien, ils se mettent en moyenne pas dans le dispositif de la Sécu. Oui. Ils veulent pas bosser avec la Sécu et on peut pas vraiment leur plaindre, leur reprocher. Ouais. Donc, à mon avis, le traitement du TDAH en France, c'est le méthylphénidate. Je gagne pas d'argent avec le méthylphénidate. On voit partout des trucs, prise en charge multidisciplinaire, machin truc mus. J'ai je sais pas combien de patients adultes, ils prennent du méthylphénidate et ça roule, ça roule. Autant chez les enfants, on peut mettre chez les enfants, tu peux, mais il n'y a pas de souci. Mais chez l'adulte aussi, tu peux faire un tas de soucis, il n'y a pas de problème. C'est plus compliqué. Mais honnêtement, moi, je pense que le traitement, c'est ça. Voilà, tu vois, je veux dire, donc, je connais les guidelines, les recos, les machins, les trucs. À la fin de la journée, on a l'aval. Le gazole, ça coûte 2 € le litre. Je sais pas
si tu peux dire aux gens d'aller faire 1 heure et demie de caisse pour aller faire de l'acquisition comportementale, machin, truc muche, pour leur TDAH, je suis pas convaincu, honnêtement, que ce soit si facile d'accès et que ce soit si pertinent. Bref, le traitement, à mon avis, il passe par là. Et je pense que c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot de dire oui, ça marche très bien. Le méthylphénidate, ça marche très bien. Il y a une efficacité qui est supérieure à beaucoup d'autres médicaments en psychiatrie, voire en médecine. C'est un des traitements en médecine qui marche le mieux, donc je vois pas de raison de s'emmerder. Tu vas chez un médecin G ou chez un psychiatre. Tu lui dis, je suis angoissé, tu peux avoir du Xanax, nalpralolam, en 15 minutes. Il n'y a aucun problème. Ouais. Par contre, quand tu prescris du méthylphénidate, tout le monde panique. Ah oui. Ça fait 2 ans et demi que je bosse en libéral. Je n'ai pas eu un patient, j'ai pas eu zéro, zéro patient qui m'a dit j'ai perdu la boîte, il faudrait me donner plus, j'ai tout cramé en 4 jours, il m'en faut plus. Ça ne m'est pas arrivé une seule fois. Ça ne m'est pas arrivé une seule fois. Les gens sous benzo, je peux pas compter le nombre de fois où ils me disent il m'en faut plus, j'ai augmenté, machin, non, je vous augmente pas, comment je vais faire un sevrage. Les gens sous benzo, les gens sous alcool aussi ont probablement des problématiques similaires, mais je trouve que c'est surréaliste que le patient sorte. Il a du Xanax facile, il a de l'alcool à la supérette à côté de la pharmacie, mais à la pharmacie, il faut un truc sécurisé, il faut machin, il faut bidule. Je suis honnêtement un petit peu choqué pour le méthylphénidate, je suis un petit peu choqué de ça. Les pharmaciens parfois disent c'est de la cocaïne, je ne vous délivrerai pas ça, c'est un psychostimulant. Ça veut rien dire. La Ritaline, c'est pas un psychostimulant. La Ritaline, c'est de la Ritaline. Et en fait, c'est pas de la Ritaline, c'est du méthylphénidate. C'est du méthylphénidate. Il y a des pays où ils s'en servent comme antidépresseur. Et du coup, ils disent c'est un antidépresseur psychostimulant. Mais ça, c'est que des constructions qui ne veulent rien dire. C'est du méthylphénidate. Et si tu donnes du méthylphénidate à quelqu'un en lui disant ça peut te stimuler, c'est pas le même effet secondaire que si tu donnes du méthylphénidate en disant c'est un antidépresseur. Et là, c'est des trucs sur lesquels, à mon avis, il faut pas paniquer. Donc, on met les patientes sous méthylphénidate. Et pour toutes, je dis bien toutes, ça a été une catastrophe. La réponse va de j'étais énervé, angoissé, insomniaque, j'arrivais encore moins à me concentrer, à j'ai eu des idées suicidaires, en passant par c'était pire que tout, ou alors ça a marché, j'étais bien stimulé 2 jours et après ça marchait plus. Ça, c'est pas des réponses, c'est pas des réponses souhaitables. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Sous méthylphénidate, on veut des gens qui sont plus calmes. On veut des gens qui sont plus calmes, qui s'énervent moins, qui se concentrent mieux, qui procrastinent moins, qui sont moins angoissés et qui dorment pas plus mal. On veut ça. Si on n'a pas ça, on a un souci. Si vous avez l'impression que ça me stimule, ça me fait du bien le matin, j'en prends le café, il n'y a plus besoin parce que ça me booste pas mal, vous avez probablement un problème, ça ne va pas se maintenir. Et si ça se maintient, ça risque de vous amener d'autres trucs. Parce qu'on voit des patients qui sont sur le spectre du trouble bipolaire. Elles sont pas complètement bipolaires, il n'y a pas de phase maniaque, il y a que 15 dépressions. Bon, moi, j'ai un avis sur le sujet, mais il n'y a pas de phase maniaque, machin. Le problème, c'est que de prendre du méthylphénidate, là, ça risque de vous transformer des gens qui sont un peu bipolaires à 10% en des gens qui sont bipolaires à 60%. Et on veut pas faire ça. Donc, il faut vraiment, parce que sur TikTok, ils vous disent pas ça, les gens. Avant, j'étais une merde, et après, j'ai eu un TDAH, et maintenant, j'en prends et je suis guéri. Mais ça, c'est pas un cas clinique, ça. Ça, c'est des informations de merde. Ça veut rien dire. Ça, honnêtement, ça ne vaut rien. Oui, il manque tout. Je veux dire, t'as aucune info. Et les gens, ils vont pas vous dire sur une vidéo de 20 minutes, en fait, j'avais des problèmes d'humeur, dans ma famille, il y a des problèmes d'humeur, je l'ai pris, ça allait moins bien, on a fait machin, c'est le bordel. Ils vous disent pas ça. Je veux dire, ils vous disent pas ça. Les labos vous disent pas ça. Ils vous parlent pas de tout le trajet de 2 ans avant pour mettre les bons régulateurs d'humeur à ça. Pour que ce soit bien toléré. Les labos, vous pouvez sortir des études complètement pétées au sol où grâce au méthylphénidate, il y a moins de phases maniaques ou alors ça n'aggrave pas le risque de faire une phase maniaque ou une dépression, mais je peux vous faire des études où on trouve tout et n'importe quoi, c'est pas le sujet. Le fait est que aujourd'hui, 2 ans de recul, je pense que le méthylphénidate est aussi efficace
quand les gens sont limite sur le plan de l'humeur pour les faire vriller que quand les gens ont un TDAH pour les améliorer. Je suis assez d'accord. C'est aussi ça. C'est comme les antidépresseurs. Pour moi, c'est beaucoup plus efficace pour faire vriller les gens qui sont sur le spectre que pour sortir les gens de problématiques dépressives. Je parle de antidépresseurs sérotoninergiques classiques et je parle pas des problématiques anxieuses. On est d'accord. Hein. Mais là, je suis biaisé parce que moi, je vois que des gens qui, de base, répondent pas aux antidépresseurs classiques. Donc, c'est un exemple. Vous pouvez juste pas vous fier à ce que disent les gens. Faut voir quel type de patient vous voyez, etc. Les médecins traitants, ils voient des patients, ils mettent aux antidép, ça marche très bien. Donc voilà, le message, c'est faites attention un petit peu à comment vous évaluez la réponse au méthylphénidate. Il y a le Carlate, et ça c'est sur le Substack en fait, où on traduit les articles du Carlate, qui est un journal de psychiatrie qui a été fondé par un mec qui bossait dans les labos. Et il y a un moment, le gars il s'est dit putain la vache, c'est quand même gore ce qui se passe. On peut pas travailler correctement en tant que médecin psychiatre si on est au milieu de tout ce merdier. Il s'est cassé, il a fondé un journal où il n'y a pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires. Il y a des conflits d'intérêt idéologiques parce que quand vous regardez un expert sur le TDAH qui a passé toute sa vie à bosser sur le TDAH, probablement que il y a certains biais dans le raisonnement et que il va être un petit peu moins enclin à vous dire oula là faut faire gaffe à ce qu'on fait que quelqu'un qui n'est pas du tout dans le truc, mais ça c'est absolument inévitable. Enfin bon, l'intérêt de ça c'est de dire qu'il y a un Substack sur le Carlate qui parle du TDAH et du trouble bipolaire. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, à la base c'était ça. À la base c'était ça. Donc c'est une partie gratuite sur le Substack, il y a une partie payante si les gens veulent s'abonner pour plus d'infos, mais la partie gratuite, je pense honnêtement qu'il faut que le maximum de patients et de médecins et d'autorités de santé, notamment de personnel à la Sécu, soient abonnés à ces traductions parce que c'est à mon avis le minimum syndical. Ou au Carlate, si jamais on a 2 ou 3 Français qui parlent anglais. Qui parlent anglais, ouais. Si tu parles anglais, tu peux t'inscrire au Carlate et après tu as des points de formation médicale continue. Ah, super. Mais voilà, donc je pense que c'est quand même vachement important. Pareil, le sommeil, si vous dormez mal avec du méthylphénidate, il faut régler le problème. Demain, si tu dors mal, mais que quand tu prends le méthylphénidate du lendemain, t'es plus fatigué, il y a quand même un méga souci, tu vois. Tu peux pas créer de la dette de sommeil comme ça. C'est pas la France. Tu dois t'acquitter de tes heures de sommeil. Toi, tu peux pas continuer à endetter comme ça. C'est pas possible. Ça marche pas, ça marche pas. Donc, il faut faire un petit peu attention. Et il y a des gens sous méthylphénidate qui dorment mieux quand tu leur mets un peu de méthylphénidate avant de se coucher. Alors eux, là, c'est des TDAH pur. De l'extrême, TDAH 100% pur bœuf, là. C'est vrai que c'est assez franc. Mais donc voilà, donc la prise en charge du TDAH, c'est d'abord, avant tout, est-ce qu'il y a des problématiques d'humeur ou pas? Et évidemment, c'est plus dur. Il y a des patients, j'aurais mis ma main coupée qu'ils étaient bipolaires et on a testé des médocs pour l'humeur et ça n'a rien fait. Et en fait, on a mis du méthylphénidate et waouh, ils étaient guéris. Ils existent, ces patients, ils existent, c'est pas le souci, ils existent. Mais je pense que c'est anecdotique. Mais quand tu dis ça fait vriller, moi je trouve le retour que j'ai le plus souvent chez ceux qui sont sur le spectre bipolaire, mais pas assez pour qu'on passe les régulateurs d'humeur avant et qu'on mette le méthylphénidate en premier du coup. Le retour que j'ai le plus souvent, c'est qu'ils sont surtout anxieux. Anxieux de ouf. Je trouve que ça augmente l'anxiété. Anxieux, vénère. Ouais, moi j'ai plus. Ça c'est anxieux. Moi j'ai eu, surtout chez les femmes, j'ai eu anxieux. Alors chez les hommes, un peu vénère, et chez les femmes surtout anxieuses de ouf. Tu voudrais dire qu'il n'y a pas une réponse similaire entre les hommes et les femmes? De ma toute petite expérience. Mais oui, il y a une réponse qui n'a rien à voir. Il n'y a rien à voir entre les hommes et les femmes en psychiatrie. Ben moi, je te le dis. Je connais pas les données exactes. Ben moi, je connais les données, il n'y a rien à voir. Ça répond pas pareil. Il y a une étude, ça sort d'hier. Réponse aux antimaniaques, différences sexuelles, ça sort d'hier. Je veux dire, c'est vraiment. Et c'est pas non plus pareil en fonction de l'âge. Et c'est pas pareil en fonction de l'ethnicité. Waouh, incroyable. Donc voilà, à mon avis, il faut faire un petit peu attention avec le méthylphénidate. Et le risque, c'est pas de faire une phase maniaque. On est d'accord, la phase maniaque, c'est simple, tout le monde est au courant, ça prend. C'est facile. Le risque, c'est de vraiment se péter le cerveau petit à petit, à être de plus en plus vénère et angoissé, et finir par se taper des dépressions et rentrer dans la bipolarité à l'ancienne. Donc, il faut quand même faire attention. Et quand ça marche très bien. Et quand ça marche mal et quand ça fait la mauvaise réaction, il faut vite laisser tomber. Et si vous dites je sais pas trop si ça marche ou pas, en moyenne c'est pas un très bon signe. Et pour les praticiens, les personnes qui peuvent voir si ça marche ou pas, c'est l'entourage. Parce que le méthylphénidate, ça peut être renforçant, ça n'est pas renforçant chez tout le monde. Pour ma part, j'en ai rien à foutre. Je suis loin d'être euphorique quand je prends mon méthylphénidate. Ça me fait honnêtement
rien du tout. Mais je pense que c'est bien de demander à l'entourage. Si vous avez un patient qui vous dit « Ah, 20 mg, c'est pas terrible, il me faudrait 40. Ah, 60, c'est quand même un peu mieux. » La femme dit « Écoutez, moi, je vois aucune différence, je suis désolé. C'est louche. » Sauf si la femme a décidé d'emmerder monsieur. J'en ai eu un il y a pas longtemps, là, il a dû monter à la dose max pour lui ressentir un effet, alors qu'en fait, si on prenait la moitié de cette dose max, donc si on prenait juste 36 de Concerta, la famille voyait déjà la différence. Ouais. Lui, non, pas du tout. Donc après, il y a parfois, il faut dépasser la posologie. Parfois, voilà, là, on fait de la pharmaco de base, on est d'accord. Mais je pense que c'est bien que la population, les 2000 personnes qui nous suivent, et l'information que voilà, la prescription de méthylphénidate, je pense. On vous aime quand même. Je pense que elle doit être peut-être parfois moins retardée parce que tu as des patients qui arrivent et qui ont dépensé honnêtement 1500 balles de bilan, dont tu sais pas quoi faire. Un peu. Franchement, moi j'ai vu 1500 balles. Ah ben non, parce que si tu fais orthophoniste, orthoptiste, orthopédique, machin, tu peux faire machin. Et honnêtement, en plus, les derniers tests de QI la majorité des tests de QI que je vois, les résultats sont hétérogènes de malade. J'en ai vu une, je te jure, elle est dans le 95e percentile sur la vitesse de traitement, sur les capacités visuo-exécutives ou je sais pas quoi, et vitesse de traitement, elle était à 1%. Du coup, ça fait un QI à 83, tu vois. C'est genre, il y a 5 clochards dans un bar, Bernard Arnault arrive, machin, et ils sont à 2 millions chacun. On n'a rien compris là. Bernard Arnault arrive et ils sont à 2 millions chacun. En fait, quand tu as des résultats extrêmement hétérogènes, tu peux pas faire de moyenne, de synthèse. Si était hétérogène, ça veut pas dire que c'est un enfant spécial. Ça veut dire que ça veut rien dire. Donc moi, je l'aurais fait. Moi, honnêtement, je l'aurais fait dans l'autre sens. Je l'aurais fait, tu viens, il y a le diagnostic de TDAH qui se fait par un clinicien. Et tu testes du méthylphénidate si les gens ne peuvent pas ou n'ont pas accès à la thérapie. Et si jamais on s'en sort pas, machin, tu te commences à faire des bilans qui coûtent des centaines d'euros aux patients. Mais moi, je le ferai dans ce sens-là. Et les recommandations, pour une fois, je suis un peu d'accord avec elle, recommande de le faire dans ce sens-là aussi. Donc voilà. Donc de faire court, c'est moyen. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Est-ce que j'ai des choses à rajouter? Non, vraiment arrêtez de dire aux gens c'est de la drogue, c'est pas de la drogue, putain, c'est juste pas de la drogue. Là, c'est comme les patchs. C'est comme les patchs. C'est comme à la dire nicotine. Que le tramadol c'est de la drogue. Alors le tramadol c'est plus renforçant. Le tramadol c'est beaucoup plus addictif. Que le méthylphénidate, mais il n'empêche que si c'est correctement prescrit et que le patient est averti du potentiel addictif, il y a quand même de bonnes chances que ça se passe bien, quoi. Moi oui, mais il y a aussi des chances que ça se passe mal et beaucoup plus élevées que. Oui, ça je suis d'accord. Mais je parle de tramadol. Mais je sais. Je parle de tramadol parce que les gens sont beaucoup moins choqués par le tramadol, donc. Ah oui, tu me diras, oui, tu me diras. C'est pour ça. Après, je suis d'accord avec toi. Le tramadol, c'est beaucoup plus addictif. Mais après, en gros, la différence, schématiquement, la différence entre la cocaïne et le méthylphénidate, dans sa forme prolongée en plus, est similaire à la différence qui existe entre le tabac sous forme de cigarette et les patchs. Ah oui. C'est dur de se péter le crâne et d'être euphorique et de développer une addiction au patch où tu as le patient qui arrive avec des patchs partout sur la tête et qui dit j'arrive pas à arrêter. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Alors tu vois des patients qui effectivement tu dis oula les patchs est-ce qu'il est pas en train de décoller, mais c'est quand même pas très facile. Oui, puis souvent il y a d'autres problèmes. Et souvent machin, ils ont déjà des antécédents machin. Donc je pense qu'effectivement c'est bien de trouver le juste milieu. Il faut peut-être un peu dédiaboliser le méthylphénidate. Je pense que les bilans neuropsychos parfois ne sont pas justifiés du tout, à mon avis. Et par contre, il faudrait peut-être diaboliser un peu plus le méthylphénidate une fois qu'il est prescrit, parce que ça peut quand même faire des petits dégâts. Et moi, je vois ça au quotidien. C'est quotidien, honnêtement. Quand on voit des nouveaux patients, c'est quotidien. Et du coup, pour les 10 patientes, on a dû dégager le méthylphénidate et on a mis un régulateur d'humeur entre guillemets. Et il y a même une étude insupportable où tu prends des patients TDAH, tu les mets dans un groupe lithium versus un groupe méthylphénidate et ils répondent tous les deux, ils sont tous les deux améliorés. Est-ce que ça veut dire que le méthylphénidate est un régulateur d'humeur? Est-ce que ça veut dire que le lithium est un psychostimulant pour l'attention? Ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est un bon exemple des limites de nos classifications psychiatriques qui sont extrêmement mauvaises et largement insuffisantes par rapport au reste de la médecine. Voilà, bonne journée. Bonne journée.